Le Nouvel Esprit Public, Philippe Peyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Merci beaucoup pour les émissions que j'écoute sur la route, généralement le lundi matin en circulant entre l'Alsace et la Lorraine. On a le sentiment d'être considéré comme un auditeur intelligent. J'apprécie chacun de vos intervenants, mais suis toujours très intéressé par le point de vue des collaborateurs étrangers qui permettent d'avoir un avis décentré sur les problèmes de politique intérieure ou même sur notre approche française des problèmes internationaux. Vous féliciterez également l'ensemble des intervenants qui, surtout quand je ne suis pas d'accord avec eux, me permettent de voir les situations autrement. Ainsi s'exprime un auditeur pour accompagner son soutien. Si vous avez un avis proche ou même semblable au sien, n'ayez pas de pudeur à avoir le même geste que lui et à cliquer sur l'onglet « Soutenez-nous » de notre site. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment on hystérise le débat ». Il est ainsi chapeauté. En 2016, Alain Juppé a été proclamé président de la République durant quelques semaines, désigné par les instituts de sondage, les médias et la Vox Populi. On connaît la suite. Ces derniers mois, la lumière tombe sur un journaliste politique, Éric Zemmour, tenté par l'aventure élyséenne. L'euphorie gagne son entourage. Des sondages le situent à un très bon niveau d'adhésion populaire, alors qu'il n'est toujours pas candidat. Les médias lui offrent leur une, les réseaux sociaux vibrillonnent, chacun se positionne par rapport à son discours. La démocratie française en est là, prise d'excitation, d'une effervescence brouillonne, de bouffées d'hystérie. Serions-nous devenus une république sondagière ? Ce numéro analyse les causes de ces emballements de l'opinion publique. Dans notre bada, si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier une conversation avec Olivier Meyer, qui n'est ni mon père, ni mon fils, ni mon cousin, ni mon neveu, parce qu'il y a, souvenez-vous-en, plus d'un âne qui s'appelle Martin, mais qui dirige le théâtre Jean Vilar de Suresnes, celui-là même où débuta le TNP, avec Maria Cazares, Gérard Philippe et bien sûr Jean Vilar lui-même, Vilar dont Olivier Meyer s'emploie à maintenir l'exigence d'un élitisme pour tous. Je vous propose que nous passions maintenant au premier des sujets que nous avons retenus, primaire, les Républicains, à droite toutes. Un peu plus de 125 000 adhérents à jour de cotisation vont choisir par vote électronique le prochain candidat du Parti Les Républicains à la présidentielle lors d'un congrès prévu le 4 décembre. 2 des 4 débats télévisés prévus jusqu'au 30 novembre entre Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin se sont tenus. De l'un à l'autre, les prétendants ont durci leur discours, notamment sur les thèmes de l'immigration et de la sécurité. Fin août, le patron des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a alerté sur, je cite, le combat engagé par l'islamisme radical contre notre civilisation et proposé un référendum sur l'immigration. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a multiplié les propositions comme l'instauration de quotas d'immigration ou la généralisation des comparutions immédiates pour les flagrants délits. L'ancien commissaire européen Michel Barnier a surpris son monde en proposant l'instauration d'un moratoire sur l'immigration associé à un bouclier constitutionnel pour éviter toute condamnation par la justice européenne. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a plaidé pour une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, les allocations et le logement, reprenant à son compte un concept défendu par le Front National et le Rassemblement National depuis des années. Il a préconisé d'ouvrir un Guantanamo à la française outre-mer. Seul le maire de la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, s'est abstenu de propositions et de formules choc, affirmant sa volonté d'être très ferme sans être caricatural. Tous les candidats plaident pour davantage de souveraineté par rapport aux règles européennes. Dès le 9 septembre, l'ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, a défendu la nécessité de retrouver une souveraineté juridique en matière d'immigration, je cite, pour ne plus être soumis aux arrêts de la Cour de justice de l'Union ou de la Cour européenne des droits de l'homme.
Une critique qui a ulcéré ses anciens collègues à Bruxelles. Valérie Pécresse a contesté la primauté du droit européen sur les identités constitutionnelles des États membres de l'Union, tandis que Xavier Bertrand a proposé d'introduire dans la Constitution un mécanisme de sauvegarde des intérêts supérieurs de la France. Éric Ciotti a souhaité modifier l'article 55 de la Constitution pour affirmer la primauté de la Constitution sur les décisions européennes. Sur cette question, Richard Verly. Je voudrais d'abord faire une remarque sur l'organisation de cette primaire qui ne dit pas son nom. Il ne s'agit pas d'une primaire ouverte comme cela avait été le cas donc en 2016. À l'époque, je le rappelle, 4 millions, c'est quand même important, 4 millions de personnes s'étaient rendues aux urnes ouvertes par le parti Les Républicains pour désigner le candidat de la droite. Et c'est François Fillon, on le sait, qui l'avait emporté en finale contre Alain Juppé. Cette fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réussite partisane de la droite, parce que le nombre d'adhérents du parti Les Républicains est passé en l'espace de 1 mois et demi de 80 000 à 140 000. Et ce n'est pas rien. Et pourquoi je parle de réussite partisane? C'est parce que on sort d'un quinquennat durant lequel Emmanuel Macron a proclamé, et c'est là-dessus qu'il avait été élu, que les partis politiques sont morts, que la droite et la gauche, ça n'a plus de sens. Eh bien là, on a quand même la preuve que ce n'est pas vrai. En tout cas, qu'une partie importante des Français mobilisés, du côté droite de l'échiquier politique, ils veulent un mouvement qui compte. Et ils veulent que le candidat qu'ils vont désigner puisse peser sur le scrutin, voire éventuellement l'emporter. Donc ça, je crois que c'est important de le noter, parce qu'il était assez intelligent, finalement, de s'en tenir à ce congrès par rapport à une primaire plus ouverte. La primaire ouverte aurait pu risquer d'amener à une certaine débâcle, à une certaine confusion. Là, le parti s'est resserré sur lui-même, et on risque d'avoir une formation de droite en ordre de bataille pour soutenir le candidat qui sortira donc de ce congrès. Vous l'avez dit, Philippe, qui se tiendra du 1er au 4 décembre, et c'est le 4 décembre qu'on connaîtra le vainqueur. Sur la question du droit européen et de la surenchère autour de l'immigration, écoutez, on peut faire simple. Il y a une zémourisation du débat au sein du parti Les Républicains, puisque c'est quand même Éric Zemmour qui tient la corde. Il faut le dire. C'est Éric Zemmour qui a mis ces questions d'immigration sur le devant de la scène avec les polémiques que l'on sait. Et les candidats aujourd'hui qui se disputent l'investiture des Républicains se sentent tous obligés, à l'exception, vous l'avez signalé, de Philippe Juvin, d'aller au fond dans le sens d'un rejet de l'immigration à la mode Zemmour. Moi, ce qui me frappe en la matière, c'est deux choses. D'abord, le droit européen, je pense que c'est un combat, si l'on peut l'appeler comme ça, qui va durer. Il y a un problème aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe. Il est caricatural en Pologne, il l'est moins en France, mais il est clair que pas mal de pays membres de l'UE vivent de plus en plus mal. On a eu aussi des débats en Allemagne sur d'autres sujets, ce qu'ils estiment être une tutelle du droit européen. Et je pense que ce débat, il est là pour durer et qu'il serait une erreur de le ramener simplement à une polémique politique. Je rappelle quand même qu'il y a en France un arrière-plan, c'est le fameux référendum de mai 2005, rejet de la Constitution européenne, et l'actuel président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, n'était autre qu'un des ténors du non au traité constitutionnel, notamment pour cette idée de la compétence du droit européen. Donc ça, il y a là quelque chose qui dépasse le parti Les Républicains. Par contre, pour en revenir à cette primaire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, ils veulent tous, les candidats, ils veulent tous, au fond, bloquer la vague migratoire, garantir aux Français, puisqu'on emploie même les mots bouclier constitutionnel, donc garantir aux Français qu'ils seront protégés des immigrés, mais ils ne regardent pas du tout en face ce qui est l'autre réalité normalement à laquelle la droite devrait être attentive, c'est-à-dire les besoins de l'économie. L'économie française a besoin de main-d'œuvre. L'économie française a besoin de cette population immigrée. Le nombre d'entreprises, moi je suis frappé quand je vais en reportage, où maintenant, eh bien, ce sont des étrangers, pas nécessairement d'ailleurs des étrangers venant du Maghreb, mais de pays de l'Est de l'Europe, qui font le boulot. Donc, moi, je suis frappé, au fond, la droite française est en train de perdre ce qui devrait quand même constituer son ADN si on se réfère à d'autres pays européens, c'est la bonne marche de l'économie. Elle est en train de se lancer, et c'est pour ça que je parle de zémorisation, et je m'arrêterai là, elle est en train de se lancer dans une course aux anathèmes contre les étrangers, sans réaliser que ce que ses électeurs attendent d'elle aussi, c'est quand même que l'entreprise, le bon fonctionnement de l'économie revienne sur les rails dans ce pays. Nicolas Bavrez.
Si on regarde la signification de cette élection française et ce pourquoi elle dépasse un peu nos frontières, on peut se souvenir qu'en 2017, l'élection d'Emmanuel Macron avait été considérée comme un frein mis au populisme. Quand on regarde aujourd'hui la séquence des élections qui vont venir, on s'aperçoit que à cause de la crise, le krach, la déstabilisation des classes moyennes, la crise des démocraties, effectivement, dans beaucoup des pays, la majorité, l'Allemagne fait exception, mais sinon, dans beaucoup de pays, la majorité est passée à droite, sociologiquement, politiquement, et que la vraie question, ça va être de nouveau la question populiste. On va la voir dans l'élection française. On voit qu'aujourd'hui, il y a pratiquement un tiers des Français qui sont prêts à voter à l'extrême droite entre les deux candidats maintenant probables. Enfin, une qui s'est déclarée et l'autre qui va se déclarer. On va avoir l'élection hongroise, on va avoir l'élection brésilienne, on va avoir les élections de midterm aux États-Unis. Et donc, ce débat français, il est intéressant parce qu'il va éclairer un peu également ces élections à venir. Et le problème populiste est très très loin d'être réglé dans nos pays. Donc, à partir de là, c'est vrai que la droite française a été rattrapée par la malédiction des primaires. Elle est sociologiquement, politiquement majoritaire, mais elle n'arrive pas à dégager un candidat, en tout cas simplement d'avoir un leader, un projet, une stratégie. Et donc, elle a choisi de nouveau ce mécanisme. Alors, une fois qu'on est en primaire, c'est effectivement la loi implacable de la primaire, c'est que la primaire, ce sont les militants ou les électeurs. Alors là, ce sont les militants, donc a fortiori, on est dans une mécanique de polarisation, puisqu'il s'agit avant tout de séduire les militants. Et de fait, l'ombre portée d'Éric Zemmour fait que on a finalement ce paradoxe que les trois favoris sont en fait assez proches, et en tout cas sur des positions centristes, qu'il s'agisse de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse ou de Michel Barnier, et que les trois sont amenés à prendre essentiellement position sur l'Europe dans un sens qui est parfois tout à fait contradictoire avec leur position précédente, et sur l'immigration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Premièrement, ce qui est compliqué, c'est que le corps électoral n'est absolument pas connu. On est passé d'un parti qui avait autour de 60 000 adhérents à 125 000 adhérents. La seule chose qu'on connaisse, c'est effectivement les afflux géographiques qui laissent penser que c'est plutôt tel ou tel candidat, mais en réalité, personne aujourd'hui n'en sait rien. Donc, c'est la première chose à rappeler. La deuxième chose, c'est que, en fait, il va y avoir beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde à gauche, mais il va y avoir aussi beaucoup de monde à droite. Et le problème de LR, c'est que c'est vrai que le candidat va être pris en sandwich sur les fameuses trois droites. Emmanuel Macron est le candidat de la droite orléaniste, mais avec une touche bonapartiste. Éric Zemmour est le candidat de la droite légitimiste conservatrice, mais avec une touche bonapartiste aussi, surtout s'il doit annoncer sa candidature le 2 décembre, ce qui est quand même pas une date tout à fait neutre dans notre histoire, y compris avec le coup d'État de Napoléon le Petit. Et donc, que reste-t-il finalement au candidat de droite LR? On voit qu'il est dans une position compliquée. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que devrait être aujourd'hui un programme de droite? Les choses sont assez claires. Premièrement, une modernisation économique et sociale et la mise à niveau du modèle français qui ne marche absolument plus. Deuxièmement, le fait de remettre l'État d'aplomb et dans ses finances et dans la qualité des services qu'il délivre. Troisièmement, le rétablissement de l'ordre public et l'endiguement de la violence. Et enfin, l'affirmation des valeurs de la République contre à la fois
les djihadistes et puis les représentants de la woke culture. Et donc, ce serait assez simple. Et aujourd'hui, de fait, on n'y arrive pas. Un dernier mot, c'est pour dire qu'une fois qu'on a dit tout ça, la droite n'a pas néanmoins nécessairement perdu l'élection. Pourquoi ? Parce que le deuxième tour, l'accès au deuxième tour pourra se faire assez bas et un candidat LR reste, en tout cas pour Emmanuel Macron, un adversaire beaucoup plus compliqué à gérer que, évidemment, un candidat d'extrême droite. Michaela Wiegel. Oui, alors je trouve toujours assez intéressant de regarder comment évoluent les deux partis sœurs de l'un et l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire la CDU et LR. Et on peut dire que la perception de la réalité et des menaces qui pèsent sur nos deux pays n'ont jamais été aussi différents dans les deux partis. La campagne électorale en Allemagne n'a absolument pas parlé du défi migratoire. Il n'y a pas eu un seul débat télévisé ou autre qui a eu pour sujet donc la question migratoire. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis juste cette différence est de taille. Et effectivement, quand on a vu les deux débats jusqu'à maintenant des primaires au sein de LR, on a l'impression que c'est quasiment le sujet unique. Tous les autres sujets étaient balayés très rapidement et c'est sur ce sujet que se joue l'avenir et la candidature. Alors, ayant dit ça, j'aimerais bien comprendre d'où ça vient ce positionnement tellement différent. Alors, on a dit c'est la zémorisation, c'est certainement vrai, mais je rappelle que Michel Barnier, il a eu sa sortie sur le moratoire sur la migration déjà avant la montée dans les sondages d'Éric Zemmour, en tous les cas au tout début du phénomène, entre guillemets, Zemmour. Et donc, j'avoue que le positionnement de Michel Barnier est celui qui a le plus intrigué, notamment aussi en Allemagne, puisque comme négociateur du Brexit, le Brexit dont il faut toujours rappeler un des arguments de force, c'était que l'Europe ne permettait pas de se protéger suffisamment de la vague migratoire. Et donc, ça a beaucoup étonné ce positionnement. Et ce que je considère comme très perturbateur, c'est que le droit européen a bon dos. Tout d'abord, je crois que en ce qui concerne l'argument de fond que c'est le droit européen qui empêche la France de faire une politique migratoire comme elle le souhaite, est absolument faux. L'Allemagne a suspendu le regroupement familial pendant un peu après la crise des réfugiés 2015 parce qu'elle a vu que c'était pas possible de faire du regroupement familial vu l'afflux des migrants et il n'y avait aucun problème avec le droit européen. Donc c'est un faux argument que c'est un problème de droit européen, même si c'est répété à chaque fois. Il y a une autre problématique qui concerne, et ce n'est pas le droit européen de l'Union européenne, la Cour de justice des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, là, effectivement, il s'agit d'une convention, donc d'un traité signé par la France, comme par d'autres pays, et qui est pour le pays qui se complaît à toujours dire quel est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, effectivement, une base légale pour notamment gérer le droit d'asile, mais je veux dire, le débat, il est faussé si vraiment, et je crois que c'est Éric Ciotti qui l'a dit le plus ouvertement, la France veut sortir de la Cour des droits de l'homme.
c'est quand même un symbole très très fort qui placerait la France dans une même ligue avec oui, des dictatures. Et donc je pense que la question du droit européen est une autre façon d'instrumentaliser l'Union européenne et de jouer avec une sorte de déni français qui est en fait, ce n'est pas l'Union européenne qui empêche, c'est vraiment le manque de volonté politique. Et donc, je crois que réellement, sur ce plan-là, la primaire n'est pas au niveau qu'elle devrait être pour un parti qui souhaite gouverner à nouveau. Marc-Olivier Badis. Richard et Nicolas ont eu raison de commencer par rappeler qu'il s'agissait d'une primaire fermée cette fois-ci et non pas d'une primaire ouverte, parce que le choix de la primaire fermée, donc réservée à 150 000 adhérents, produit déjà des effets politiques importants. La première qui a été soulignée, c'est le fait que du coup l'ensemble des candidats sont entraînés vers des positions très radicales d'extrême droite, ce qui va leur poser des problèmes ensuite pour revenir vers un électorat plus large et qui sera par nature plus centriste. Et donc là, les candidats sont tous entraînés vers des thèmes qui vont les marquer. Il faudra redresser la barre dans un deuxième temps. Ça va être assez compliqué. Deuxièmement, une primaire est censée faire émerger un candidat et donner le choix et permettre de distinguer. Or là, comme ils sont tous emportés dans le même mouvement, dans une sorte de fuite en avant vers l'extrême droite, on n'arrive pas tellement à distinguer leurs propositions les uns des autres. Et du coup, on se demande si cette primaire va véritablement jouer son rôle. Et puis, il y a une autre chose frappante qui est le fait que Richard a dit, en fait, ça permet de resserrer le parti sur lui-même, mais on se demande, alors c'est resserré effectivement parce qu'il y a 150 000 adhérents qui sont les destinataires de cette campagne, mais est-ce qu'il est encore sur lui-même ? On a l'impression qu'il est plutôt hors de lui, c'est-à-dire qu'on voit un parti renoncer. Richard l'a dit, une partie de son ADN qui devrait être de l'économie, mais moi je dirais aussi sur des valeurs fondamentales qui me semblent, pour autant que ça me concerne, être des valeurs de droite. Enfin, le fait de dire il faut réviser la Constitution, qui est quand même une Constitution gaulliste, c'est tout de même surprenant. Ou, j'y reviendrai, disons, le droit à vivre en famille, il me semblait que c'était un thème de droite, l'importance de la vie familiale, etc. Donc, on est surpris par, et sans parler de Michel Barnier qui renonce à la totalité de son identité politique d'un seul coup avec sa proposition, c'est tout de même assez déconcertant. Donc, c'est vrai qu'il y a deux thèmes qui se sont imposés. Moi, j'ai regardé les 2 soirées de débat. Il a fallu attendre pour la deuxième 22h55 pour que le thème de l'écologie, le terme soit prononcé une fois en pleine COP26 et il n'a même pas été développé. Et donc tout le monde a l'air de considérer comme une évidence, par exemple, que le fait d'avoir des étudiants étrangers est aujourd'hui un handicap pour la France. C'est quand même assez stupéfiant parce qu'on devrait au contraire se réjouir de l'attractivité française, de notre capacité à former des gens, avec le rayonnement que ça peut induire ensuite pour la France et même des avantages économiques. Tous les pays aujourd'hui sont en concurrence pour attirer les étrangers. Et là, on a des candidats qui nous disent « Ah non, il faut tout fermer, surtout pas d'étudiants étrangers », sauf Philippe Juvin qui fait une exception pour la médecine parce que on manque d'étudiants. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Et alors je pense que Richard a raison de dire que le thème droit européen, droit français va s'imposer dans cette campagne et je pense qu'on sera amené à y revenir. Mais pour dire quand même très rapidement, pour aborder le sujet et suivre sur ce qu'a dit Michaela, dans la hiérarchie des normes, effectivement, le droit européen est supérieur au droit national, mais pas à la Constitution française. Il y a une dialectique qui est assez complexe, avec des échanges entre le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre d'un dialogue des juges européens. Toujours est-il que le débat est de piètre qualité entre ces candidats, parce que ce n'est pas simplement le droit européen qui est mis en cause. Si on veut remettre en cause le regroupement familial, le droit d'asile, le droit de la nationalité, il faut contester à la fois le rôle du Conseil constitutionnel en France, un certain nombre d'articles de la Constitution française, le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme,
la Charte des droits fondamentaux européens, mais aussi des traités internationaux. Parce que, par exemple, le droit de l'asile, qui est intégré dans le droit européen, mais d'abord, c'est une convention internationale, c'est un traité, c'est le traité de Genève de 1951. Donc, il faut dénoncer la Convention de Genève. Et pareil pour le regroupement familial. Ce n'est pas simplement une disposition de la Charte des droits fondamentaux de l'Europe. C'est aussi la Convention sur les droits de l'enfant de New York, par exemple. Donc les candidats ne manquent pas d'appétit parce qu'ils veulent dénoncer un nombre de textes juridiques extrêmement importants. Et je dirais, en ce qui concerne le regroupement familial, c'est à la fois une convention internationale, un droit européen, un droit national, mais c'est aussi notre tradition historique, culturelle et j'oserais même dire spirituelle qui fait qu'on ne laisse pas des enfants en dehors de la vie familiale. Pour finir, moi je trouve qu'on a moins insisté à un débat pour devenir président de la République qu'un débat pour devenir Premier ministre de Marine Le Pen, sauf Éric Ciotti qui veut devenir ministre de l'Intérieur d'Éric Zemmour. Je vous remercie. De mon côté, je suis allé assister à un meeting d'un mouvement qui se lance, qui s'appelle Simple, qui est un mouvement lancé par Gaspard Koenig, qui est un normalien agrégé de philo, dont j'avais eu l'occasion de dire du bien de plusieurs de ses livres, qui a fait un pèlerinage à Rome, ou plutôt un voyage à Rome à cheval, sur les traces de Montaigne. Enfin bref, c'est un garçon qui ne se paye pas de mots en général. Je suis donc allé au Théâtre des Variétés, j'ai vu une file d'attente sur le trottoir, je me suis dit que j'avais dû me tromper de jour, pas du tout. La salle du Théâtre des Variétés, 1400 personnes, était absolument pleine jusqu'aux rangs les plus élevés du poulailler où je suis allé me nicher, si j'ose dire. Et je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont regardé ce meeting sur Internet, enfin par la vidéotransmission. Je suis frappé de ce que ce thème prend. Alors il prend parce que Gaspard Koenig s'est construit une personnalité médiatique qui fait qu'il est assez facilement invité ici ou là, mais il s'agit au fond d'expliquer pourquoi l'excès de normes, la maladie de la normalisation, finit par étouffer ce pays, empêcher ceux qui prennent des initiatives de les mener jusqu'au bout, et même persécute des gens qui, pour des raisons absurdes et que personne ne comprend, sauf qu'elles servent d'une part au législateur à faire croire qu'il a fait quelque chose et d'autre part à ceux qui contrôlent à justifier leur existence. Et en même temps, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je crois que c'est un thème vraiment important. Mais la question qui se pose, c'est comment l'imposer à l'intérieur de la campagne. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu à ce meeting? Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui réunit des troupes? Il y a beaucoup de jeunes gens qui travaillent pour lui, qui ont des t-shirts simples, etc., pour arriver à passer justement au niveau politique, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui se construit une importance médiatique fondée là-dessus et qui, pour le reste, avant et après les élections, vivra sa vie et sa notoriété en laissant cocu derrière lui tous ceux qui se sont intéressés vraiment au thème et pas seulement à sa personnalité. Et j'ai très envie de suivre ça parce que je me dis que peut-être, tant mieux si ce thème arrive à s'imposer dans la campagne, et s'il n'arrive pas à s'imposer, que c'est la deuxième hypothèse, l'hypothèse pessimiste de quelqu'un qui se sert de quelque chose comme marchepied, sans vraiment vouloir faire avancer politiquement les idées qu'il expose avec beaucoup de brio. Alors je pense que ce sera une illustration de la maladie française, qui est que au fond, la notoriété est une valeur absolue. Peut-être d'ailleurs est-ce une maladie mondiale et pas seulement une maladie française. Richard Verly. Oui, il y a une vraie vertu de Gaspard Koenig que je pense on est plusieurs à connaître ici, c'est de défendre le libéralisme. Et le libéralisme, ce n'est pas à Nicolas que je vais le dire, le libéralisme est une valeur politique essentielle dans les sociétés démocratiques, et c'est une valeur politique historique en France, mais qui a complètement disparu. Et là, j'en reviens à la droite et à ce qui est en train de se passer. Moi, je pensais, sur la base du premier débat télévisé que j'ai regardé, qu'on allait finalement s'acheminer à travers les deux figures de Xavier Bertrand d'un côté et Michel Barnier de l'autre, à une répétition du duel Fillon-Juppé. Donc le nouveau Fillon, ce serait Xavier Bertrand, positionné très terrain, plutôt libéral, excès de réglementation en France qu'il dénonce, etc. Et Michel Barnier, posture plus étatique, traditionnelle. Or, malheureusement, ce débat qui, à mon avis, est nécessaire, vu de l'étranger, à la droite française, il est en train, effectivement, de complètement disparaître. On verra ce que ça donnera dans les deux autres débats et ensuite, lors du scrutin. Il disparaît
à cause de la surenchère sur l'immigration. Et ça, c'est très grave pour l'existence même de la droite comme courant politique et ce qu'elle a apporté à la société. Michaela Wiegel. Oui, mais la crise des partis libéraux, c'est pas unique à la France. En Allemagne, justement, on a l'exemple aujourd'hui que les libéraux cherchent leur bonheur dans une coalition à gauche. Et en plus, ils sont en train de se décrédibiliser parce que dans cette crise de la pandémie, les valeurs de liberté et notamment de non-contrôle sont très proches des anti-vax, des milieux qui veulent tout sauf une bonne compréhension du libéralisme politique comme économique. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui de ce qui se passe en Biélorussie avec Alexandre Loukachenko, qui depuis le mois d'août, les Européens l'accusent d'alimenter la crise migratoire en délivrant des visas à des migrants et en affrétant des vols, notamment au départ de la Turquie, pour se venger des sanctions occidentales imposées en 2020 à la suite de la répression brutale d'opposants qui contestent sa réélection. Et alors que la Pologne a déployé 15 000 militaires, érigé une clôture surmontée de fils de fer barbelés et approuvé la construction d'un mur à la frontière, Moscou et Minsk mènent des exercices militaires communs près de la frontière polonaise. Varsovie a refusé l'aide de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Elle a aussi interdit aux ONG et aux journalistes l'accès à la zone frontalière. Également membre de l'Union, la Lituanie a, comme la Pologne, décrété l'état d'urgence à sa frontière avec la Biélorussie, tandis que l'Ukraine, pays voisin de la Biélorussie, a annoncé le déploiement de 8 500 militaires supplémentaires à la frontière. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence le 11 novembre. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ont accusé Minsk de vouloir déstabiliser les pays voisins et détourner l'attention de ses propres violations croissantes des droits humains. Le président biélorusse, soutenu par la Russie, a démenti toute instrumentalisation des migrants. La Turquie, carrefour aérien majeur entre Europe et Moyen-Orient, a annoncé le 12 novembre que les Irakiens, Syriens et Yéménites ne seraient plus autorisés à embarquer pour la Biélorussie à partir de ces aéroports jusqu'à nouvel ordre. Sur le terrain, les migrants sont pris en étau entre les forces biélorusses qui, selon Varsovie, les contraignent à avancer en tirant parfois des coups de feu en l'air, et les gardes-frontières polonais qui les refoulent sans ménagement. Entre 3 000 et 4 000 personnes sont coincées du côté biélorusse, dont des femmes et des enfants. Ils occupent des camps de fortune par des températures voisines de zéro. Depuis le début de cette crise migratoire, au moins 11 migrants sont décédés, dont 7 du côté polonais de la frontière, selon le quotidien polonais Gazeta Wyborcza. Le 15 novembre, les ministres des Affaires étrangères de l'Union se sont mis d'accord sur une modification du régime actuel de sanctions en l'élargissant aux pratiques qui consistent à organiser ou contribuer aux activités du régime de Loukachenko qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union. Fin de citation. Actuellement, 166 personnes et 15 entités biélorusses sont visées, dont Alexandre Loukachenko, son fils est conseiller à la sécurité nationale, ainsi que des membres du système judiciaire et des acteurs économiques. Le 17 novembre, le patron de Frontex a annoncé que la Pologne était en train d'organiser le rapatriement vers l'Irak de 1700 migrants et a prévenu que l'Union doit se préparer à ce que ce genre de crise se répète de plus en plus fréquemment. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, nous sommes en face vraiment pour la première fois d'un véritable conflit hybride monté de toutes pièces par le dictateur Loukachenko. Et en fait, à la différence du jeu de la Turquie à l'époque avec les migrants, où il s'agissait réellement des flux qui arrivaient de Syrie et qui dépassaient les capacités d'accueil turques, cette fois-ci, cette crise, elle est vraiment organisée, orchestrée de toutes pièces. C'est-à-dire, Loukachenko a eu des accords avec des compagnies aériennes pour faire venir ces migrants et organiser leur présence
à la frontière de la Pologne par des hommes verts qui ressemblent étrangement, donc dans des uniformes qu'on ne puisse pas identifier clairement, mais ça ressemble étrangement aux procédés russes dans le conflit avec l'Ukraine sur le Donbass. Donc, une façon de mener une sorte de guerre hybride pour mettre au défi l'Union européenne. Alors, je pense que tout d'abord, ce conflit a été encouragé par l'attitude défaitiste de l'Union européenne quand Loukachenko était à son premier essai et a fait détourner un avion en provenance de Grèce et qui devait aller en Lituanie et un vol commercial de Ryanair. Il a fait détourner cet avion pour exfiltrer, entre guillemets, un opposant et le prendre de le mettre en prison. Et l'Union européenne a tout simplement protesté, a décidé des sanctions, mais pour le reste, s'est résigné à cet état de fait. Et donc, je pense que depuis, Loukachenko a l'attitude de se dire que l'Union européenne est trop faible et qu'il peut jouer avec l'Union européenne. Alors, à la différence, je crois, la Pologne, tout seul, et c'est d'ailleurs intéressant qu'elle elle n'a pas demandé à Frontex de gérer la situation à la frontière, a dépêché 120 000 soldats, donc c'est vraiment énorme le nombre de soldats qu'elle a regroupés à cette frontière pour justement se montrer comme le protecteur de la frontière extérieure. Alors, ce sont des images terribles qui font mal au cœur, bien sûr, quand on voit les personnes, les migrants qui essayent à tout prix, des enfants, des femmes qui essayent de pénétrer l'espace polonais et qui sont refoulés. Il y a des barbelés, tous des images qui font appel au cœur de nos valeurs, en quelque sorte. Mais malheureusement, c'est une manipulation. Et je crois réellement, si Ursula von der Leyen avait à cœur de mener une commission géopolitique, la réponse ne peut qu'être géopolitique. Alors, je vois des signes encourageants, c'est-à-dire qu'on a pris à cœur de négocier directement avec les lignes aériennes en mettant la pression. Et il y a des premiers signes positifs que ces voyages cessent, mais ce n'est évidemment pas assez. Il y a un partage de tâches assez curieux entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Angela Merkel est celle qui doit appeler Loukachenko, ce qu'elle a fait déjà à 2 reprises, mais en même temps, elle valorise en quelque sorte ce président qu'on n'a pas reconnu comme réélu, donc quelqu'un qui n'a aucun droit d'être au pouvoir là où il est, qui est maintenant l'interlocuteur, en tous les cas, de la chancelière allemande. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, il reste dans une démarche où il prend Vladimir Poutine comme un interlocuteur valable pour gérer cette crise. Marc-Olivier Padis. Pour faire le lien avec la discussion précédente, le thème précédent, je rappelle que le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul, interrogé sur le sort de ces réfugiés massés devant la frontière polonaise, a déclaré qu'il fallait les laisser mourir de froid. Sur BFM le 11 novembre, avant de se reprendre légèrement après. Il a dit qu'il valait mieux les laisser mourir de faim après, non? Non. Tout d'un coup, comme le journaliste l'a relancé, il s'est rendu compte que ce qu'il avait dit était peut-être brutal. En tout cas, ce sujet renvoie en fait à deux
deux dossiers que l'Union européenne a du mal à traiter, la gestion des frontières européennes et la politique commune du droit d'asile. Parce que l'Europe ne s'est pas fondée, n'a jamais vraiment traité, ce n'est pas des sujets qui sont au cœur des politiques européennes, parce que ce sont des sujets de souveraineté nationale, donc qui restent en principe aux États, mais qui progressivement deviennent des sujets européens. La gestion des frontières, effectivement, l'Union s'est construite comme un marché intérieur, donc en supprimant les frontières intérieures des États membres, et la question des frontières extérieures pendant longtemps n'a pas été traitée. Et simplement, effectivement, avec les différents afflux de réfugiés, on s'est rendu compte que les pays qui sont en contact sur la frontière extérieure, la Hongrie, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et donc aujourd'hui la Pologne, sont dans une difficulté, ont besoin de la solidarité européenne. Donc on a commencé à développer une politique, mais en fait cette crise intervient dans un moment où les outils ne sont pas complètement au point, pas complètement opérationnels. On a quand même développer une politique de la gestion de la frontière extérieure avec Frontex. Philippe l'a rappelé, une agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes qui a pour objectif d'avoir 10 000 gardes-frontières qui pourraient être mis à disposition des États membres qui en auraient besoin. Mais effectivement, là, en l'occurrence, par exemple, les Polonais, je pense par souveraineté, par défense de leur idée de la souveraineté, ne veulent pas faire appel à Frontex, alors même que Frontex est basé en Pologne. Donc on voit bien que cette question des maintiens des prérogatives souveraines d'un État, à savoir gérer ses frontières, et puis la coopération européenne, ça reste un sujet assez compliqué. En pratique, il y a une autre, ce qui n'est pas une politique européenne, il y a un accord qui a été négocié justement par Angela Merkel avec le président turc Erdogan pour maintenir beaucoup de réfugiés en Turquie, on le sait, on en a déjà parlé, contre des sommes assez considérables, 6 milliards je crois pour 1,8 million de réfugiés qui sont en Turquie, mais donc effectivement avec ce risque d'instrumentalisation politique. Le deuxième grand sujet, c'est le droit de l'asile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit de l'asile, c'est avant tout une convention internationale et pas du droit européen. Et donc, c'est aussi, à nouveau une question de souveraineté. Chaque État est souverain pour décider qui peut venir chez lui. Mais comme tous les États de l'UE ont signé la Convention de Genève, en principe, il ne devrait pas y avoir de contradiction entre les politiques nationales de gestion de l'asile. En réalité, ce n'est pas le cas parce que chaque nation a son propre bureau de gestion du droit d'asile et que les décisions, quand on les compare, ne sont pas les mêmes. Donc, il faudrait uniformiser tout ça, d'autant plus qu'on a mis en place un accord qui s'appelle l'accord de Dublin, qui fait que pour que les réfugiés n'aillent pas demander l'asile dans tous les pays européens, on considère que le pays qui doit traiter la demande d'asile, c'est celui sur lequel le réfugié a mis les pieds en premier. Alors ce système ne fonctionne pas parce que l'Italie, la Grèce étaient incapables de gérer l'ensemble des demandes qui arrivaient chez elles et donc ils laissaient passer tout le monde et finalement donc tout ce système de Dublin ne marche pas. Je dirais qu'un dernier mot, en fait cette crise elle pourrait être l'occasion de mettre en place justement une gestion commune européenne du droit d'asile en faisant des hotspots à l'extérieur des frontières de l'Union. C'est-à-dire que quand même, ces gens qui sont en Biélorussie devant la frontière, il y a des Syriens, il y a des Kurdes d'Irak, il y a des Yéménites, il y a des gens qui peuvent être éligibles au droit d'asile et qui ont un droit à ce que leur cas soit étudié de façon individuelle. Et donc, en fait, il faudrait envoyer des fonctionnaires de l'asile des différents pays européens de l'autre côté de la frontière. On peut le faire en 1 mois, examiner tous les cas et faire entrer ceux qui relèvent effectivement du droit d'asile. Nicolas Bavrez. Je ne crois pas du tout que ce soit une crise liée au droit d'asile. C'est ça la différence avec ce qui a été dit par Michael Wiegel, c'est la grande différence avec 2015, où on avait à la suite d'un conflit un afflux de gens, et là on pouvait discuter. Là, c'est très très particulier, c'est une crise qui est une crise géopolitique, comme on l'a dit. Pourquoi ? Parce que on a le croisement de deux choses. Loukachenko, qui a donc perdu les élections d'août 2020, qui fait l'objet de sanctions et qui a décidé d'essayer d'utiliser des réfugiés comme une arme géopolitique pour faire pression
sur ses voisins immédiats, la Lituanie et la Pologne, et derrière l'Allemagne, puisque c'est le pays, en fait, où veulent arriver ces réfugiés. Et surtout derrière la Biélorussie, il y a évidemment la Russie. On a peu vu que, puisque Loukachenko est maintenant dans la même situation que Bachar el-Assad. Il a été sauvé par Poutine, il paye le prix aujourd'hui. Le prix, c'est très simple. Il y a un accord d'intégration qui a été signé en septembre 2021 et la Biélorussie est maintenant de nouveau partie de l'Empire russe. C'est un protectorat avec des bases russes qui sont en train d'être déployées et avec, en réalité, derrière Loukachenko, on trouve Poutine. Poutine, quelle est sa position? Il voit que Joe Biden est en train de rater sa présidence, qu'il il a multiples échecs sur le plan stratégique, et par ailleurs, il est très fragilisé au plan intérieur. Il voit une Europe divisée, une Allemagne qui est en train de discuter de sa coalition, une France qui est en élection présidentielle, et donc il y va à fond. Il y va à fond sur la Biélorussie, il y va à fond sur l'Ukraine avec 114 000 hommes qui sont maintenant massés à la frontière ukrainienne, il y va à fond avec les tirs sur les satellites, il y va à fond avec tous les leviers de la guerre hybride, avec les pressions sur le gazoduc Nord Stream, avec les cyberattaques, avec l'encouragement des mouvements populistes. Donc c'est ça le problème. Et c'est là où on a un énorme problème en Europe, c'est qu'une fois de plus, l'Union n'a réagi que par les instruments du soft power, parce qu'elle n'a pas les autres. Et donc, les sanctions contre Loukachenko, on voit qu'elles ont une portée limitée, et les sanctions vis-à-vis de la Russie, pour l'instant, elles n'ont aucun effet. Et là où, de fait, la crise est paradoxale mais inquiétante, c'est que finalement, la Russie, c'est le seul pays qui peut faire sortir l'Allemagne de son angélisme. Parce que la frontière polonaise, c'est quand même beaucoup plus proche de Berlin que de Paris. Et parce que l'agressivité de la Russie, c'est finalement la seule chose qui pourrait convaincre les citoyens et les dirigeants allemands de prendre les menaces stratégiques aujourd'hui au sérieux. Mais de fait, c'est pas du tout ce qui se passe. On a aujourd'hui, donc, il faut savoir que dans l'ADN du SPD, il y a l'ostpolitique, que dans l'ADN des Verts, il y a le refus du nucléaire. Aujourd'hui, les Verts demandent le retrait de toutes les armes nucléaires du territoire allemand. Et de l'autre côté, dans l'ADN de la CDU, il y a le mercantilisme. Et ce qui est frappant, c'est, au-delà de ce problème de soft power, c'est la division. Parce que Mme Merkel, une fois de plus, a agi de manière unilatérale. Elle appelle Loukachenko, ce qui le légitime. Elle est en train de passer un accord pour récupérer un certain nombre de réfugiés. Et cette politique, évidemment, place la Pologne dans une position extrêmement compliquée. Donc, une fois de plus, il faudrait revenir à une approche géopolitique. Ça n'empêche pas qu'on a un vrai problème de définition du droit d'asile en Europe et de se mettre d'accord sur des règles communes d'immigration. Mais là, le problème est très différent. C'est un problème géopolitique. Comment est-ce qu'on contrôle les frontières extérieures de l'Union? Et c'est maintenant une urgence. Quelle politique mettons en face de la Russie pour essayer de trouver une réponse intelligente? Évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'escalade militaire, mais il s'agit de contrer un pays qui explicitement entend reconstituer un empire qui va mordre largement sur l'Europe, et deuxièmement, nous placer sous une influence et une dépendance politique. En écho à ce que vient de dire Nicolas, je me souviens de Jacques Rupnik rappelant que l'Empire français et l'Empire britannique connaissaient leurs limites pour l'excellente raison qu'ils étaient allés constituer leurs empires loin de chez eux. L'Empire russe, dit-il, c'est un empire qui ne sait pas où il s'arrête. C'est d'ailleurs ce qu'il partage avec l'Empire ottoman. Richard Verlet. Alors moi, je serais moins sévère sur l'Union européenne que ne l'ont été mes collègues dans cette crise. D'abord parce que, on l'a beaucoup dit, c'est une crise qui a un arrière-plan absolument politique. Donc l'Union européenne se trouve face à une politique de pression exercée par deux pays, d'une part la Biélorussie, d'autre part la Russie. On n'est donc pas face à une crise humanitaire
normale. Et je trouve qu'en la matière, l'Union européenne a quand même des moyens de répondre et elle l'a montré. La meilleure preuve, c'est que dès que les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés, c'était cette semaine à Bruxelles, et ont réfléchi à de nouvelles sanctions sur la Biélorussie, Loukachenko a commencé à reculer. Donc ne partons pas quand même du principe que l'Union européenne aujourd'hui est déjà, je dirais, mise à genoux par Loukachenko et derrière lui par Poutine. Je crois que la partie n'est pas jouée et je pense que l'Union européenne a des armes pour quand même faire comprendre à Loukachenko qu'il y a des limites qu'il ne pourra pas franchir. Par contre, là, ce que je ne comprends pas du côté de l'Union européenne, c'est que après l'expérience des crises migratoires qu'on a connues depuis 2015, elle n'est toujours pas en mesure, comme structure, comme organisme, de monter en urgence des camps d'accueil, des centres d'accueil à peu près corrects pour des gens qui affluent à ses frontières. Imaginez ce qui se passerait, ce serait complètement différent. Si l'Union européenne avait été capable de déployer, évidemment en lien avec la Pologne, immédiatement un centre d'accueil bien sûr préfabriqué comme le font les Nations Unies, on ne parle pas de structures destinées à être permanentes. Mais s'il y avait aujourd'hui, au lieu d'avoir ces gens dans la boue, dans le froid, avec leurs enfants, dans des conditions affreuses, s'il y avait au moins un centre qui avait été mis en place, où ces gens bénéficieraient de premiers soins, bénéficieraient, d'un toit sur leur tête, ça c'est une mission humanitaire. Et je ne comprends pas qu'en Europe, on ne soit pas capable de réaliser qu'aujourd'hui, on a besoin de ce type de structure qui puisse être déployée rapidement aux frontières en lien avec les pays membres. Une dernière chose, c'est que quand même la Pologne, elle est un cas particulier puisque vous savez qu'elle est en contentieux avec Bruxelles sur la question de l'état de droit lié à la décision récente de son tribunal constitutionnel. Mais je vais être extrêmement sévère. Mais la Pologne a quand même fait partie de ces pays qui ont tourné la tête lorsque l'Italie, l'Espagne, la Grèce, les pays du Sud étaient confrontés à un défi migratoire en provenance soit de Turquie, soit d'Afrique du Nord. Les Polonais ont été d'un égoïsme absolument insupportable. Eh bien voilà la preuve que dans cette Europe-là, on ne peut pas être égoïste parce que demain, la crise, c'est chez vous qu'elle peut arriver. Donc désolé pour les Polonais et le gouvernement polonais, mais ce qui leur arrive, c'est quand même non pas mérité, mais ça va les obliger à réfléchir. Nicolas Bavrez. Oui, juste une très rapide intervention pour dire que, je le répète, je ne pense pas que ce soit... Il y a un problème humanitaire, évidemment, évident, avec les gens qui se retrouvent prisonniers et à cette frontière. Mais l'idée de répondre simplement en installant une capacité de traitement d'urgence avec des camps, elle ne peut pas fonctionner à partir du moment où les réfugiés sont transformés en armes de déstabilisation par les gens qui sont de l'autre côté de la frontière. Même si on avait installé quelques camps, on voit que le but de la Russie et de la Biélorussie, c'est de venir faire passer un maximum de gens jusqu'à pousser les pays qui sont en face à la rupture. Donc, on pourrait mettre en place des camps, on aurait très rapidement la situation qu'on a eue avec les camps en Grèce. Donc, il faut une réponse qui soit une réponse géopolitique qui doit évidemment, néanmoins, intégrer la dimension humanitaire, ça va de soi. Michaela Wiegel. Oui, alors justement, je suis d'accord avec Nicolas Bavrez. En fait, en réalité, on a vu que là, Loukachenko, effectivement, il a fait des concessions, il a même proposé un deal un peu bizarre. Si l'Union européenne prenait 2000 migrants, il allait renvoyer tout le reste. Mais ce qu'on apprend, c'est que maintenant, c'est directement par Moscou que passent les transferts. Donc, il n'y a plus les vols jusqu'à Minsk, mais il y a à nouveau ce petit jeu. Et en même temps, le président Poutine dit au président français qu'il devrait s'en occuper lui-même de parler avec Loukachenko. Merci. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Avant de proposer la mienne, 2 annonces pour les personnes, pour nos auditeurs qui sont dans la région du Mans ou de Laval, qu'ils sachent que le 2 décembre, le jeudi 2 décembre, en fin de matinée, la communauté de communes d'Evron nous a invités à venir enregistrer en public notre esprit public, celui qui sera diffusé le dimanche suivant. Tous les renseignements sur notre site ou auprès de la communauté de communes d'Evron. Le 5 décembre, il y aura un enregistrement en public à l'école alsacienne, le dimanche 5 décembre. Ce sera l'enregistrement d'une thématique autour d'un invité. Cet invité, ce sera le docteur Georges Saline, dont la fille est morte au Bataclan, Lola. Il avait écrit 1 an et quelques après l'attentat du Bataclan, un livre
très remarquable, d'une très grande densité, d'une très grande dignité. L'ABC, tout d'un coup le titre m'échappe, mais peu importe, je le signalerai sur le site. Puis, un peu plus tard, il a écrit avec le père d'un des terroristes qui a été abattu au Bataclan. Il a écrit un livre de dialogue à la suite d'une initiative prise par le père du terroriste en question, qui a souhaité le rencontrer, et par le truchement d'un des spécialistes de la prévention du radicalisme. L'indicible de A à Z, tel est le titre du livre de Georges Saline, publié aux éditions du Seuil. Et le livre qu'il a publié avec le père de ce terroriste s'appelle « Il nous reste les mots ». Il a été publié aux éditions Robert Laffont. C'est donc le docteur Saline qui assiste au procès, c'est sur le procès lui-même, qui a accepté, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le rencontrer, je suis très heureux qu'il ait accepté cette rencontre. Il assiste au procès depuis le 8 septembre, il a l'intention d'y assister jusqu'à la fin, il a témoigné, bien sûr, quand ça a été son tour, et c'est autour du procès, de ce à quoi le procès peut servir, de la manière dont ça se passe, des contacts qui se prennent, etc. Donc ça, c'est le 5 décembre, et les inscriptions sont dimanche 5 décembre à l'école alsacienne, et les inscriptions sont ouvertes sur notre site. J'irai brièvement à ma brève, d'autant plus que je recevrai d'ici la fin de l'année l'auteur du livre que je vais recommander. Il s'agit de Françoise Etchegaray, qui a été l'assistante d'Éric Rohmer pendant des années, et sa productrice, sa réalisatrice. Éric Rohmer disait c'est ma danseuse étoile. Elle a écrit un livre magnifique qui s'intitule Conte des mille et un Rohmer, et qui est publié aux éditions Exil, et qui est à la fois un exercice d'admiration et l'expression d'une amitié admirative, certes, mais d'une amitié aussi professionnelle qui vraiment sourd de toutes les pages de ce livre. Michaëla Wiegel. Oui, moi j'aimerais recommander le livre La France dans le bouleversement du monde de l'ancien diplomate Michel Duclos. C'est pour moi vraiment le meilleur livre actuellement qui essaye de structurer et de donner un sens à la diplomatie d'Emmanuel Macron, qui peut paraître dans un premier temps très contradictoire. Et Michel Duclos arrive avec une immense connaissance sur les traditions diplomatiques passées, d'enserrer et de montrer les traits de la diplomatie d'Emmanuel Macron. Donc, je recommande vraiment ce livre où on apprend beaucoup aussi sur les changements intervenus depuis, en réalité, la chute du mur de Berlin et comment Emmanuel Macron essaye d'adapter la France dans ces changements-là. Vous rejoignez là la recommandation de la semaine dernière de Jean-Louis Bourlange, Nicolas Bavrez. C'est d'une certaine manière l'autre face de la médaille du livre de Michel Duclos. Moi, je voulais recommander le livre de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux, parce que c'est un livre vraiment passionnant qui montre à quel point la France a changé et qui le montre par le bas avec des indications très concrètes qui donne la mesure de la désindustrialisation, qui montre combien les lieux de sociabilité, combien les valeurs se sont modifiées, qui retrace l'espèce d'éclatement entre cette classe moyenne supérieure qui vit dans le premium et toute une partie de la population ou du territoire qui se trouve déclassée. Et surtout, ça l'aborde avec des indicateurs qui sont extrêmement variés, qui peuvent être ce que les gens qu'est-ce qu'ils consomment comme loisir, qu'est-ce qu'ils mangent, et donc c'est vraiment extrêmement passionnant. C'est une plongée, un tableau de la France absolument saisissant. Vous apportez là une contradiction à l'analyse qu'avait fait de ce même livre Lionel Zinsou, à ce même micro, et analyse qu'on peut retrouver, non seulement si on veut entendre l'émission, qui partait en effet de ce livre, mais qu'on peut aussi lire dont on peut lire en tout cas le compte-rendu analytique dans notre compendium. C'était, je crois, l'émission d'il y a 3 semaines, mais de toute façon, il y a une fenêtre de recherche qui vous permet de retrouver ce compendium. Richard Verly. Un mot pour parler d'un récit biographique qui vient juste de sortir. C'est celui que Vanessa Schneider, la journaliste du Monde, a écrit avec l'avocat Georges Kiechmann.
le titre « L'homme qui voulait être aimé ». Georges Kiechmann, ces temps-ci, il s'exprime pas mal, il est invité de beaucoup de radios et de médias. Ce que j'ai trouvé le plus touchant dans le récit de son itinéraire, de sa vie, c'est toute la partie où il raconte comment enfant il s'est retrouvé dans le Berry, donc enfant juif pendant la guerre, à Saint-Amand-Montrond exactement, dont le maire, Philippe, vous le savez sans doute, fut Maurice Papon. Plus tard. Eh bien, il se retrouve dans la campagne berrichonne et il rend un hommage à son directeur d'école, instituteur qui jouait tous les rôles, comme à cette époque-là dans les écoles, et qui, le voyant arriver, bien sûr, l'a intégré dans sa classe. Et à ce moment-là, Georges Kiechmann prend la première place de la classe parce qu'il est sans doute le plus doué des élèves devant le fils de l'instituteur, et l'instituteur accepte tout à fait ce fait et l'épaule et l'aide et l'aidera ensuite même à trouver une place dans un internat justement à Saint-Amand-Montrond. Bref, c'est L'homme qui voulait être aimé de Georges Kiechmann. J'avoue que je n'ai jamais rencontré Georges Kiechmann, mais le récit de sa vie m'a paru tout à fait passionnant et intéressant. Marc-Olivier Padis. En allant chez mon libraire habituel, je suis tombé sur un livre que je ne connaissais pas, d'une historienne, Cécile Berly. Ça s'appelle « La légèreté et le grave, une histoire du XVIIIe siècle en tableau » chez Passé Composé. Comme le sous-titre l'indique, il s'agit de raconter l'histoire du XVIIIe siècle à travers 10 tableaux. Donc de Watteau, Boucher, Greuze, Fragonard, Vigée-Lebrun jusqu'à David. Et c'est vraiment passionnant de reparcourir l'ensemble du 18e à travers ces commentaires de tableaux qui sont très bien faits et aussi de remise en perspective du rôle, de la réception de ces productions à l'époque, de la biographie des peintres. Et tout ça pour nous rappeler que ce siècle de l'intelligence est aussi un siècle de la sensibilité, car les deux, pour les Lumières, étaient indissociables. Je vous remercie. Je m'aperçois que j'ai dit tout à l'heure que je recevrai Françoise Etchegaray, dont j'ai recommandé le livre. Je la recevrai dans l'un des badas que nous diffusons, que nous mettons en ligne le mercredi. Il me reste à remercier Sophie Jacquin, avec qui cette émission est préparée, Benoît Carré, qui assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui, lui, s'occupe du site, Olivier Magloire, qui veille à nos plateformes de financement, Adrien Beccaria, qui a enregistré l'émission que vous entendez en ce moment, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, qui l'ont produit, et il me reste donc à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.